Bien, bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Bon, c'est un week-end relativement trop chargé. On aurait dû carrément faire un off ce week-end. Mais bon, c'est pas grave. Alors, donc, je rappelle que pendant les dernières séances, donc, nous avons abordé donc, les architectures microservices. Donc, nous avons vu comment mettre en œuvre, comment implémenter une architecture microservice. Avec on va dire les concepts de base, euh, comment mettre en place une gateway, comment mettre en place un discovery service, comment créer un service de configuration, comment faire la communication entre les microservices. On a également, la dernière fois, on a vu comment gérer les tolérances open, fault tolerance avec Neo4j, plutôt avec Resilience 4j, tout à fait. Et donc, il reste encore à aborder la sécurité, qui est un volet qui est très important. Aujourd'hui, donc, je vais faire, on va dire, les concepts de base concernant donc, comment sécuriser les systèmes distribués d'une manière générale, et particulièrement les architectures microservices. Alors, pour cela, donc, en fait, l'année dernière, on avait déjà fait une partie de cette sécurité-là, notamment quand on a vu comment sécuriser, on va dire, une application web monolithique. Et donc, ce qui fait, je vais d'abord rappeler, on va dire, quelques concepts qu'on avait traités déjà l'année dernière. Donc, je dois les rappeler parce que ça constitue la base du cours d'aujourd'hui. En principe, quand on a une application monolithique, ça veut dire si vous avez une seule application, généralement, c'est facile de la sécuriser en utilisant les sessions et les cookies de manière traditionnelle. C'est facile tout simplement parce que tous les modules de l'application se trouvent dans une seule application. Et donc, avec l'authentification stateful, c'est-à-dire les sessions et les cookies, donc on peut facilement la sécuriser. Ça, on a vu déjà l'année dernière comment sécuriser une application monolithique en utilisant donc Spring Security et en utilisant donc l'authentification stateful. Alors, en revanche, quand il s'agit donc d'un système distribué, et particulièrement quand il s'agit d'une architecture microservice, donc les choses sont différentes. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs microservices qui sont distribués. Donc, c'est des microservices de l'application. Vous avez une gateway, vous avez peut-être un broker, on verra après. Donc, ce qui fait quel est le moyen, quelles sont les bonnes pratiques qu'on va utiliser pour sécuriser mieux les applications, bien sûr, basées sur cette architecture microservice. Alors, quand on est dans ce genre de situation, généralement, on aura besoin d'utiliser un service d'authentification et d'autorisation. Et donc, forcément, il y a un certain nombre de protocoles qu'il faut connaître, qu'on utilise, que les entreprises utilisent souvent. Principalement les protocoles OAuth2 et OpenID Connect, en utilisant un token que vous connaissez déjà, c'est JSON Web Token. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez développer votre propre service d'authentification complet avec Spring Security, avec son front-end, alors sans doute, ça prend beaucoup de temps, c'est-à-dire parce qu'en fait, rien que le système d'authentification et en fait, la gestion des utilisateurs, des droits d'accès, des rôles et tout ce qui va avec la partie, donc, on va dire, gestion des identités, la gestion des autorisations et l'authentification, c'est beaucoup de travail. Et comme c'est une partie qui est très sensible, donc en principe, généralement, les entreprises vont préférer utiliser des solutions qui sont toutes faites, notamment des outils open source, principalement comme Keycloak, que nous allons utiliser, et qui est l'un on va dire, des outils qui sont très pratiqués, très utilisés par les entreprises. Et c'est l'un des outils qui va utiliser, donc qui se base sur les protocoles OAuth2, OpenID Connect. Et tout ça, donc, c'est ce que nous allons ici donc d'expliquer. Alors, ce qui fait que, comment ça se passe généralement, c'est qu'un utilisateur, une application front-end, généralement, pour s'authentifier, on va passer via la gateway. Généralement, on fait appel d'abord au service d'authentification. On va lui fournir son username, son mot de passe.
ben, le service d'authentification, il va vérifier l'identité de l'utilisateur. Une fois qu'il va vous authentifier, généralement, il va fournir un token, un JWT par exemple, le JSON Web Token, c'est l'un des tokens qu'on va souvent utiliser. Et ce token-là, donc, on va le récupérer à partir de l'application web ou bien mobile. Et par la suite, une fois que j'ai ce token-là, à chaque fois que je vais envoyer une requête vers un service, ben, j'envoie la requête, mais avec la requête, j'envoie également le token, le JWT, qui représente, si vous voulez, la session de l'utilisateur. Et ce token-là, donc, il va arriver vers le microservice. Et bien sûr, le microservice a besoin à partir du token, de vérifier d'abord, c'est-à-dire la signature du token. Et à partir du token, généralement, on va restituer la session de l'utilisateur. Et c'est à partir de ce token-là qu'on va savoir est-ce que l'utilisateur a le droit d'effectuer une telle opération ou non. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, ce qui fait, je vais rapidement rappeler un peu des choses que j'avais déjà travaillé l'année dernière avec vous. Mais c'est des choses importantes, donc ça rafraîchit un peu la mémoire. Donc, je rappelle qu'en fait, pour créer un système d'authentification, donc vous avez deux types de systèmes d'authentification. Il y a ce qu'on appelle l'authentification stateful et l'authentification stateless. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que dans l'authentification stateful, les données de la session utilisateur sont enregistrées côté serveur. C'est-à-dire, c'est le serveur qui enregistre toutes les sessions dans la mémoire du serveur. Et généralement, le client reçoit que le numéro de sa session, le session ID, c'est ce qu'on va voir. Et puis, donc, vous avez l'authentification stateless, dans laquelle les données de la session sont enregistrées dans un token, dans un jeton d'authentification. Et ce token-là, il est délivré au client. C'est-à-dire, le client reçoit sa session sous forme d'un token. Et à chaque fois que le client veut faire appel à un service, il devrait toujours envoyer ce token-là avec la requête, bien sûr. Donc, je rappelle le fonctionnement. Dans l'authentification stateful, donc, vous avez un client pour s'authentifier. Il a souvent besoin de saisir son username et son mot de passe. Le serveur, souvent, il a besoin de chercher dans la base de données l'identité de l'utilisateur. Généralement, à partir de la base de données, on va récupérer username, on va récupérer le mot de passe qui est stocké dans la base de données et les rôles de cet utilisateur. Alors, sachant que pour gérer en fait, les autorisations, on a besoin souvent d'utiliser les rôles. Après, on vérifie le mot de passe. C'est le mot de passe saisi par l'utilisateur, si c'est le même qui est stocké dans la base de données. Généralement, on va créer une session. Et cette session-là, c'est un objet qui va être créé en mémoire, dans lequel on va stocker des informations sur la session de l'utilisateur comme username principalement, parce qu'on va toujours trouver ce username ou bien user ID, et les rôles de l'utilisateur, parce que c'est avec ces rôles-là que je peux savoir est-ce que tel utilisateur a le droit d'effectuer une telle opération. Généralement, une session, quand elle est générée, possède ce qu'on appelle un session ID. Donc, le session ID, c'est tout simplement un identifiant de type généralement UUID qui est généré de façon à ce qu'il soit unique. Et par la suite, une fois que la session est créée côté serveur, ben, on envoie au client le session ID dans la réponse HTTP. Et ce session ID il est envoyé sous forme d'un cookie. Ce qui fait que le navigateur, généralement, quand il reçoit cette réponse, il stocke le session ID dans les cookies. Donc, c'est ça l'authentification stateful. Stateful, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la session de l'utilisateur est stockée côté serveur, dans la mémoire du serveur. Et le client, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit que le numéro de sa session qu'il va cacher quelque part. Alors, généralement, on va utiliser les cookies pour stocker le numéro de cette session. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'un utilisateur envoie une requête à partir de sa machine, le browser, d'une manière générale, envoie toujours les cookies. C'est-à-dire, si vous envoyez une requête vers un serveur avec un domaine x.com, ben le navigateur web, il regarde d'abord est-ce qu'il n'y a pas les cookies pour ce domaine x.com. Donc, s'il trouve les cookies, ben, il va les envoyer. Donc, forcément, il envoie le numéro de la session, de votre session. Et puis, le serveur, qu'est-ce qu'il fait généralement pour identifier donc l'utilisateur? Ben, on va regarder la liste des sessions. Généralement, c'est un objet de type map. On va regarder la session s'il est ouverte, s'il existe.
Alors, si cette session existe, ben, on peut savoir, à partir de la session, on peut savoir côté serveur, quel est le username, quels sont les rôles. Donc, ça veut dire qu'on peut décider, on peut savoir si l'utilisateur a l'autorisation, est-ce qu'il peut effectuer cette opération ou pas. Donc, ce qui fait que s'il a le droit d'effectuer l'opération, on va répondre avec le status code égal à 200. Bon, ça, c'est OK. Et s'il n'a pas le droit, donc on va répondre avec un code status code HTTP qui est 403. Donc, je rappelle, au niveau de la sécurité, vous avez deux status codes qui sont très importants. Donc, vous avez 401. 401, ça veut dire not authenticated. Ça veut dire vous n'êtes pas authentifié. Et 403, ça veut dire not authorized. Ça veut dire je suis authentifié, mais je n'ai pas le droit, de faire cette opération. Alors ça c'est, donc vous voyez ici, donc ça c'est l'authentification. Vous voyez, quand je compare le mot de passe, quand je vais vers la base de données, je cherche l'identité, je compare le mot de passe et je crée la session. Alors ça c'est l'authentification. Et quand un utilisateur demande quelque chose et que la session elle est déjà ouverte, donc ça c'est l'autorisation. Donc vous avez deux choses, l'authentification, la gestion de l'authentification et la gestion des autorisations. L'autorisation, c'est-à-dire je reçois une requête d'un utilisateur qui est authentifié, et bien je dois savoir est-ce que cet utilisateur authentifié a bien le droit d'effectuer une telle opération. Alors ça c'est l'authentification stateful. Alors l'authentification stateful, elle est très pratique, notamment pour les applications monolithiques, souvent. Avec un rendu HTML côté serveur, c'est plus simple, c'est plus pratique, c'est plus sûr. Donc, généralement, on l'utilise. Mais par contre, si vous avez une application, par exemple, une architecture microservice, ou bien si vous avez une application dans laquelle le back-end et le front-end sont séparés, avec en plus une application mobile, alors l'authentification stateful n'est pas pratique. Donc, généralement, on va utiliser l'authentification stateless. Alors, comment ça marche? Alors, dans l'authentification stateless, pour qu'un utilisateur puisse s'authentifier, et il devra saisir son username et son mot de passe. La même chose, on va vers la base de données pour récupérer l'identité de l'utilisateur. On va vérifier le mot de passe. Si le mot de passe est le bon, bah, cette fois-ci, on va générer un token. Donc, on va générer un token. Un token, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères dans laquelle on va stocker la session de l'utilisateur tout simplement. Et parmi les tokens les plus populaires qui sont très utilisés, il y a JWT, c'est-à-dire JSON Web Token, c'est un token au format JSON dans lequel on va stocker username, on va stocker les rôles, on va stocker la date d'expiration, on va stocker pas mal d'informations, c'est ce qu'on appelle les claims, on va y revenir. Et plus ce token-là, on va générer un hash, on va générer ce qu'on appelle une signature numérique qui garantit que ce token-là ne pourra pas être modifié quelque part. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui tente de modifier le token, automatiquement on peut le savoir grâce à la signature. Donc si ce token-là est généré, ben, on va le délivrer au client. C'est-à-dire on va l'envoyer au client dans la réponse. Ben, et après, c'est l'application client qui doit se charger de prendre ce token-là qui est la session de l'utilisateur et de la cacher quelque part. Donc on peut la stocker en local storage ou bien dans le contexte de l'application, en secure storage par exemple pour les applications mobiles, etc. Donc ce qui fait que maintenant, vous voyez, donc je suis authentifié, le serveur ne retient rien. C'est pour cela qu'on l'appelle stateless. Stateless, ça veut dire il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'état. Je te demande de m'authentifier, tu m'authentifies, tu me donnes ma session. Et moi je prends ma session, le serveur pour lui, il ne se rappelle de rien. Donc c'est-à-dire il ne va pas garder la session au niveau bien sûr du serveur. Donc, ce qui fait que le client, à chaque fois qu'il envoie une requête, ben, il doit envoyer, dans la requête souvent, il envoie un header qui s'appelle authorization, dans lequel on va préciser le token. Et donc, le serveur, quand il reçoit donc le token, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord vérifier la signature du token. Vous voyez? Donc forcément, pour vérifier la signature, on va voir, il aura besoin de connaître la clé, une clé soit publique ou bien privée, donc ça dépend de type d'algorithme utilisé. Donc on utilise une clé pour vérifier la signature, pour être sûr que le token-là, il n'a pas subi des modifications en route. Et puis, si la signature est bonne,
à partir des tokens, donc, je récupère la session, je récupère le username, le rôle, je récupère pas mal d'informations. Et donc, je vais ouvrir la session de l'utilisateur. Et à partir de cette session-là, donc, je peux savoir si l'utilisateur a le droit d'effectuer cette opération ou pas. Bon, s'il a le droit, donc c'est 200. S'il n'a pas le droit, c'est 403, comme tout à l'heure, et ainsi de suite. Donc, la première des choses qui est très importante dans la sécurité des applications, quand vous parlez sécurité des applications, ouais, stateful ou bien stateless. Donc, ce deux modes qu'il faut comprendre. Alors, maintenant, ce mode d'authentification stateless, il est très intéressant. Comme je disais, donc, si vous avez des architectures distribuées, d'une manière générale, et en plus, donc, si vous séparez le back-end, le front-end de l'application mobile, donc c'est très pratique, c'est plus simple généralement, c'est plus simple à mettre en place, mais surtout, c'est très utile, notamment pour les systèmes distribués, parce que si vous utilisez les systèmes distribués, avec les sessions et les cookies, c'est un peu compliqué, c'est très compliqué de le faire avec ce principe des sessions et des cookies. Donc voilà. Alors maintenant, d'autres concepts que je dois rappeler, c'est justement ce JSON Web Token. JWT, c'est un token que tout le monde utilise pratiquement, que la majorité des applications que vous utilisez pour accéder à vos applications, les applications bancaires et tout ça, donc souvent ils utilisent ce token-là. Donc JWT, donc je rappelle juste, c'est un token standard, c'est un standard qui permet de définir donc un token de manière compacte et autonome. Compact, ça veut dire que dans une seule chaîne de caractères, on va compacter beaucoup d'informations comme username, les rôles, l'adresse mail, on peut mettre pas mal d'informations. Autonome, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'une autre application tierce pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le token. Donc généralement, c'est un token que toutes les applications peuvent lire. Donc on n'a pas forcément besoin de consulter une application tierce pour, par exemple, consulter les informations de la session. Donc c'est autonome. Donc c'est un JWT, donc c'est un token qui est fiable parce qu'il est signé numériquement. Donc il possède une signature numérique. Et que si on vous pose la question quelle est la structure d'un JWT, ben vous allez dire qu'un JWT se compose de trois parties. Il y a le header, le payload et la signature. Alors, le header, c'est ce que vous voyez là en rouge. Le payload, c'est ce que vous voyez là en violet. Et après, le signature, c'est ce que vous voyez là en bleu. Alors maintenant, ce header, qu'est-ce qu'il contient? Il est là. Ben, le header, c'est tout simplement un objet JSON dans lequel on va spécifier une information primordiale, c'est l'algorithme qui est utilisé pour calculer la signature. Alors pour la signature, normalement, c'est un hash. C'est un hash qu'on calcule. Et pour calculer, pour signer, pour déterminer la signature du token, il y a deux familles d'algorithmes qui sont utilisés dans le domaine de la crypto. Il y a ce qu'on appelle les algorithmes symétriques et asymétriques. Alors, si vous utilisez l'algorithme HMAC, par exemple ici HMAC 256, c'est un algorithme qui est symétrique. Symétrique, ça veut dire quoi? Symétrique, ça veut dire que pour calculer la signature, j'ai besoin d'un mot de passe, d'un secret. Et pour vérifier la signature, j'ai besoin du même secret. Donc, c'est-à-dire c'est le même secret que je vais utiliser pour signer et c'est le même secret que je vais utiliser pour vérifier la signature. C'est-à-dire le service d'authentification qui va générer le token, c'est lui qui choisit le secret. Et quand on envoie le token vers un microservice, le microservice doit vérifier la signature. Mais pour vérifier la signature, il a besoin du même secret. Alors ça, c'est HMAC. Donc vous voyez, donc avec HMAC, vous avez le secret, avec le mot de passe ou bien la clé ou bien le mot de passe. Donc si vous utilisez HMAC, HS, donc S c'est SHA. Donc ça c'est un algorithme très connu pour calculer les hashes. Donc 256. Alors si vous utilisez HMAC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle un secret partagé. C'est-à-dire tous les microservices, toutes les applications qui utilisent le JWT, tous les microservices doivent partager le même secret. C'est-à-dire un mot de passe que je dois avoir chez tous les microservices.
Et là, il y a un risque. Vous savez, quand vous avez un secret partagé, on dit que quand on a un secret partagé, ce n'est plus un secret. N'est-ce pas? Quand vous partagez un secret, un jour, il est en danger, n'est-ce pas? Donc c'est à peu près ça. Donc HMAC, ça vous oblige d'utiliser un secret qui est partagé à toutes les applications qui vont utiliser le même système d'authentification. Donc, si vous êtes dans ce genre de situation, donc généralement, on utilise des outils qui permettent de partager les secrets, comme par exemple Vault. Donc, on en a parlé si vous vous rappelez. Vault, c'est l'un des outils qui sont très populaires, qui sont très utilisés. Si vous voulez, ça représente ce qu'on appelle le coffre-fort on va dire, des secrets, des applications. C'est là on cache les mots de passe. Ça veut dire que chaque microservice qui démarre, il doit se connecter vers Vault pour récupérer le secret. Donc, c'est-à-dire, les secrets, on ne va pas les stocker dans des fichiers ou bien dans des bases de données, mais on va les stocker chez Vault. Et lui, il va vous garantir que, c'est-à-dire, ce secret-là, il n'y a personne qui l'aura, sauf les gens qui ont le droit d'y accéder. Mais sinon, dans la majorité des cas, on va utiliser RSA. Et quand vous utilisez RSA, donc c'est un algorithme qui est asymétrique. Ça veut dire qu'on va utiliser deux clés. Alors pour calculer la signature, on va utiliser la clé privée et la clé publique, donc pour calculer la signature. Mais pour vérifier la signature, on n'aura besoin que de la clé publique. Donc ici, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire le service d'authentification, c'est lui qui choisit la paire de clés. Il va garder chez lui donc la clé privée. Mais les autres microservices, ils ont besoin que de la clé publique. Donc forcément ici, la clé publique, même si on la partage, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'avec la clé publique, on ne peut pas générer la signature. On ne peut pas falsifier la signature. Donc ce qui fait, pour pouvoir signer, il faut les deux paires de clés privées et publiques. Donc dans la majorité des cas, on va retrouver donc HMAC, plutôt RSA. Donc vous avez HMAC et RSA. Alors, donc ça, il y a le type, généralement c'est JWT. Donc cet objet de JSON maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'encoder en base 64 URL. Pourquoi? Parce que les tokens, souvent, ils sont faits pour être envoyés dans des URL. Et vous savez que si vous envoyez des informations sur les URL, par exemple d'une requête HTTP, ben, l'URL n'accepte pas, il y a beaucoup de caractères qui ne sont pas acceptés au niveau des URL. Par exemple, le underscore, par exemple, on ne peut pas envoyer une accolade sur l'URL d'un navigateur, on ne peut pas envoyer un double quote, etc. Donc, c'est-à-dire, si je veux envoyer un token au format JSON sur l'URL, ben, il me faut faire ce qu'on appelle l'encodage. Et l'encodage utilisé, c'est l'encodage base 64 URL. Alors, si vous utilisez l'algorithme base 64 URL encode, ben, il va prendre cet objet de JSON, ben, il va le transformer en une chaîne de caractères, et bien, tout simplement, dans laquelle il va utiliser que les caractères qui sont acceptés au niveau des URL. Alors, encoder, ça ne veut pas dire crypter. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Encoder, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement remplacer un caractère par un autre. Par exemple, dans l'encodage base 64, vous avez l'accolade, qu'est-ce qu'il devient? Il devient E. Double accolade, qu'est-ce qu'il devient? Y, etc. Donc, c'est quelque chose de très simple. Donc, on va juste remplacer des caractères par d'autres caractères. LH, c'est pour les adapter aux moyens de transport. Parce que je veux les envoyer sur les URL, et les URL n'acceptent pas ces caractères. Donc, et du coup, donc, au lieu de manipuler ça, pour nous, le header, ça va être ça. Donc, ça, c'est le header en format base 64 URL. Et quand on récupère cette information, si je sais que c'est du base 64 URL, ben n'importe qui peut prendre ça, il va faire l'opération inverse. Base 64 URL décode, et j'obtiens c'est-à-dire le texte original. Donc, c'est-à-dire ici, on encode, ce n'est pas pour cacher. On encode, ça n'a rien à voir avec la crypto. Parce qu'en fait, dans le domaine de la crypto, il faut juste faire la différence entre trois choses. Je nomme les trois choses. Il y a l'encodage, le cryptage
et le hachage. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que encodage, encoder, ça veut dire je prends par exemple des données avec un format, par exemple un texte, et je le remplace par chaque caractère, on le remplace par un autre caractère, comme par exemple base 64 URL, c'est ce qu'elle fait. On peut encoder une image elle est bitmap, c'est des données binaires, on va l'encoder en texte. Je veux dire, si le base 64, une image, on peut la représenter en base 64, c'est de l'encodage. Mais il n'y a pas de clé de cryptage, il n'y a rien. C'est un algorithme qu'on va juste transformer un contenu avec un format vers un autre format. Et après, quand on arrive à destination, on va faire l'opération inverse. C'est-à-dire, on va décoder et après, on obtient l'information. Donc ça, c'est l'encodage. Le cryptage, par contre, généralement, pour crypter, vous prenez un contenu, par exemple un texte, vous utilisez un algorithme de cryptage, par exemple RSA ou je ne sais pas quoi, et après vous aurez besoin d'une clé. Donc il vous faut une clé, par exemple une clé privée ou bien une clé plus une clé publique. Par exemple pour RSA, il utilise deux paires de clés. Donc on utilise donc une clé de cryptage. Et on prend ce texte-là et ça devient un texte qui est crypté. Donc on crypte. Et quand on crypte, il n'y a personne qui peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce contenu. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dans ce texte crypté, ben, il faut décrypter. Donc l'opération de décryptage, ça nécessite de disposer de la clé et de l'algorithme utilisé pour pouvoir faire l'opération de décryptage. Donc vous voyez, donc cryptage, crypté, décrypté. Et puis il y a le hachage. Donc le hachage, c'est tout simplement, vous prenez un texte, par exemple T, vous utilisez un algorithme de hachage comme par exemple SHA, par exemple 256, ou bien par exemple MD5 pour les mots de passe, ou Bcrypt. Tout ça, c'est des algorithmes de hachage, et ça vous donne ce qu'on appelle un hash. Et le hash, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères qui est calculée en fonction de ce texte-là, et parfois en utilisant des clés. Et quand vous avez le hash, mais la particularité du hash, c'est qu'à partir du hash, je ne peux pas faire l'opération inverse. C'est-à-dire, à partir du hash, je ne peux pas avoir le contenu. Donc, si vous voulez, le hash, c'est la signature. Donc, j'ai un document, et la signature, c'est tout simplement, c'est un hash. Donc, si vous entendez la signature électronique, c'est tout simplement, c'est un hash du document. Et que, si vous changez quelque chose dans le document, le hash va changer. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va identifier le contenu de votre document. Donc ça, c'est juste des rappels qui sont importants pour ceux qui ne connaissent pas ça. Donc, il y a le header. Alors, le payload. Donc, la même chose. Le payload, c'est un objet JSON qui contient un ensemble de claims. C'est ce qu'on appelle les claims ou bien les revendications. Alors, parmi les claims qui sont standards, qui sont enregistrés, il y a subject. Alors, subject, ça représente username ou bien user ID. Donc, avec sub JWT, ça représente l'identifiant de l'utilisateur, c'est-à-dire username. L'issuer, ISS, c'est l'issuer, généralement, c'est l'adresse de l'application qui a généré le token. L'audience, souvent, on précise ici quel est le public cible, c'est-à-dire par exemple, ici, ce token il est destiné pour le front-end web, et mobile app, etc. Et après, vous avez trois dates. La première, c'est issued at, IAT. IAT, c'est issued at, c'est-à-dire ce token-là, il a été généré à cette date. Donc, c'est la date de génération du token. Ensuite, vous avez la date d'expiration du token, expire. C'est que ce token-là, il est généré à cette date et on va l'utiliser, mais une fois qu'il dépasse cette date-là, il n'est plus valable. C'est-à-dire un token, il va expirer à une date. Et la date d'expiration se trouve dans le JWT. Alors, la troisième date, ça s'appelle NBF. Ça veut dire Not Before. C'est-à-dire à ne pas utiliser avant. C'est-à-dire je peux générer un token aujourd'hui, dans cette date,
mais je ne peux pas l'utiliser qu'à partir de cette date-là. NBF, jusqu'à quoi? Jusqu'à la date d'expiration. Si vous voulez, le token il est généré dans la date issued at, et on peut l'exploiter entre quoi? Entre NBF et la date d'expiration. Donc ça c'est les dates. Donc tous ces tokens-là, plutôt ces claims, alors tous ces claims-là, donc c'est ce qu'on appelle les registered claims. Ça. GTI, c'est l'identifiant du token. Alors ça c'est ce qu'on appelle les registered claims. Et puis donc vous avez après, on peut ajouter d'autres claims privés, ce qu'on appelle les private claims. Et là vous pouvez ajouter ce que vous voulez, ça dépend des applications. On peut ajouter par exemple le nom de l'utilisateur, son adresse mail, son téléphone, je ne sais pas, son rôle, etc. etc., etc. Donc c'est-à-dire, forcément, ça dépend des applications, donc on peut ajouter des éléments. Dans la majorité des cas, on va trouver donc les rôles, le nom, email, c'est-à-dire les choses qui sont souvent utiles à vos applications. Donc la même chose, donc le payload, donc vous voyez, donc il contient, ça c'est la session en quelque sorte. La session c'est le payload, la session de l'utilisateur. Donc on aura besoin de faire la même chose, de l'encoder en format base 64 URL, et ça nous donne quelque chose comme ça. Et du coup donc c'est quoi notre token? C'est le header que vous voyez là en rouge. Point, il y a un point ici. Payload, c'est ce qui est là en violet. Et après, maintenant, on va ajouter encore un point. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut maintenant la troisième partie, c'est la signature. Alors, en fait, c'est quoi comment calculer la signature? Ben, on prend l'algorithme que vous avez ici, par exemple HMAC. Ben, qu'est-ce qu'on va lui donner à HMAC? On va lui donner, c'est-à-dire le header, en base 64, point, le payload. Ouais, donc je prends le header.payload, c'est-à-dire ça, point ça. Et on va utiliser HMAC avec un secret privé. Un secret privé. Et ça va nous générer un hash. Et ce hash, tout simplement, c'est la signature. Donc vous voyez, donc le signataire, tout simplement, c'est un hash du header et du payload. Donc vous voyez bien que ici, HMAC, je donne le header.payload et je donne un secret et ça me génère la signature. Et vous remarquez bien que la signature, elle dépend de quoi? Elle dépend du header et du payload. C'est-à-dire, si on change quelque chose, le header et le payload, on peut le savoir. Donc forcément, parce qu'après, on va comparer la signature. Alors, donc ça c'est c'est quoi le JWT? Ben, le JWT, c'est tout simplement égal à quoi? Égal le header, point payload, point signature. Alors maintenant, un utilisateur, quand il envoie un microservice, le JWT, ben le microservice a besoin de vérifier la signature. Alors pour vérifier la signature, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, supposons que je reçois ça et je dois vérifier la signature. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais prendre le header, point payload, à nouveau. D'accord? Je connais l'algorithme, c'est HMAC. Je connais le secret, c'est le même secret partagé. Donc si j'ai le header et le payload, je vais calculer la signature. Ça me donne la signature S2. Alors comment je peux savoir est-ce que le token, la signature est bonne? Ben, je vais comparer la signature générée ici avec la signature qui se trouve dans le token. Si c'est la même, ben, ça veut dire tout simplement, je suis sûr que le JWT n'a subi aucune altération, aucune modification. Voilà, alors ça c'est aussi un rappel, même si j'ai pris du temps, mais c'est très important. Parce que souvent, dans les entretiens, on vous pose des questions sur la partie sécurité. On vous pose c'est quoi de JWT, vous dites c'est JSON Web Token, et après, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il contient? Vous voyez donc la structure, il y a le header, il y a le payload, il y a la signature.
Je n'ai la différence entre la date d'expiration et la date not before, etc. Ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Donc, vous les gardez en tête toujours. En tant qu'ingénieur, vous les gardez en tête. Oui. Si je connais l'algorithme de hachage, oui. Est-ce que je ne peux pas générer un token qui soit valide, puisque je connais... Tout ça, c'est juste Non, tu connais l'algorithme, mais tu ne connais pas le secret. Ouais, Parce que si tu connais l'algorithme, l'algorithme, on le connaît. L'algorithme, c'est très simple. Vous prenez ça, vous pouvez savoir quel est l'algorithme qui est utilisé. HMAC, RSA, etc. Et par contre, le secret, si vous n'avez pas le secret, vous ne pouvez pas calculer la signature. Donc, vous utilisez... Donc, c'est ça. Bon, alors, il y a également un petit rappel également. Ça, c'est quand vous utilisez une authentification stateful utilisant les sessions et les cookies. Donc, il y a une faille de sécurité que vous allez beaucoup manipuler quand vous configurez la sécurité. C'est la faille Cross-Site Request Forgery, CSRF. Je vais la rappeler. Donc, la faille de sécurité CSRF, c'est un type de vulnérabilité qui consiste à forcer un utilisateur qui est authentifié légalement dans une application à effectuer une opération sans qu'il le sache. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple, par exemple, d'une application d'une banque. Je suis un utilisateur, je veux utiliser mon application pour accéder à mon compte bancaire. Je vais saisir username et le mot de passe. L'application, elle va vers la base de données pour récupérer username et le mot de passe. Il va comparer le mot de passe saisi par l'utilisateur et celui qui se trouve dans la base de données, il est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il va créer la session. Donc, une session, elle est ouverte. Cette session-là, il a un session ID et ce session ID, il est envoyé dans les cookies et le session ID, il est stocké dans les cookies. Le problème maintenant, c'est les cookies. Donc, la faille vient des cookies. Alors, supposons que vous êtes authentifié et moi, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais profiter de cette faille de sécurité. Ce que je vais vous envoyer un email, indépendamment, ou bien un WhatsApp ou un SMS, je ne sais pas quoi. Je vais vous envoyer un email dans lequel je vous demande de cliquer sur ce lien. Vous venez de gagner des choses, etc. etc. Donc, si vous cliquez, en fait, le lien, si vous cliquez sur ce lien-là, donc je vais vous inciter à cliquer sur ce lien, d'accord? C'est pas ce qui manque, on va vous dire juste, il y a beaucoup d'argent en jeu, n'est-ce pas? Ou si vous voulez passer le reste de votre vie en vacances, voilà, vous avez une bonne nouvelle, des choses comme ça. Alors, si vous cliquez sur ce lien, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. En cliquant sur ce lien, vous allez envoyer une requête. En cliquant sur ce lien, vous allez envoyer une requête vers le serveur de la banque pour lui demander de faire le transfert de l'argent de votre compte vers son compte. C'est-à-dire, en cliquant sur ce lien, vous allez transférer de l'argent vers son compte. Pourquoi? Parce que derrière le lien, vous avez un formulaire qui est masqué. Il y a un numéro de compte qui est derrière, etc. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que quand vous cliquez sur ce lien, vous envoyez la requête vers le lien, il va pointer vers le serveur de la banque. Donc, automatiquement, le navigateur, il envoie les cookies. Parce qu'en fait, quand une requête vient de votre machine, la requête, il envoie toujours les cookies. Donc, ça veut dire qu'il va envoyer le session ID. Donc, vous voyez, donc, en cliquant sur le lien, vous envoyez la requête vers la banque. Le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier, est-ce que la session est ouverte? Oui. Elle est ouverte. Est-ce que vous avez le droit d'effectuer l'opération? Oui. Ben, tout simplement, il effectue l'opération. Si vous n'avez rien fait pour protéger l'application contre ce genre d'attaque, c'est ce qui va se passer. Donc, vous voyez, donc, cliquez sur un lien. Qu'est-ce que je viens de faire? En cliquant sur ce lien, je viens de vous forcer à effectuer une opération sans que vous le sachiez. Parce que vous, quand vous avez cliqué sur ce lien, pour vous, c'est pour découvrir une bonne nouvelle. Mais en réalité, vous venez de supprimer des données ou bien vous venez de faire des choses dans votre application. Et quand vous allez réclamer, on va vous dire, bah, la requête vient de votre machine. Si vous êtes authentifié avec votre session, donc il n'y a rien... Oui. Est-ce que c'est clair? Bien.
Alors ça, c'est la faille de sécurité CSRF que vous devrez connaître aussi. Alors, c'est quoi la solution? Alors, quelles sont la solution qui permet de prévenir ou bien de faire de la prévention contre ce genre d'attaque? C'est d'utiliser ce qu'on appelle le CSRF Synchronizer Token. Alors, c'est quoi le principe? Le principe, regardez bien. Quand une application, quand un utilisateur est authentifié, donc il a sa session qui est ouverte, et bien qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois qu'un client, qu'une application demande un formulaire, demande une page au serveur, à chaque fois qu'on demande une page au serveur, qu'est-ce qu'il va faire le serveur? Il va générer un token. C'est ce qu'on appelle le CSRF token. Un token aléatoire, un nombre aléatoire. Par exemple, le token il est égal à 987. Il génère un nombre aléatoire, il va le placer dans votre session. OK? Et quand il le place dans votre session, il va vous donner le formulaire, mais dans le formulaire, il va ajouter un champ qui est caché. Donc c'est pour cela que dans les formulaires, dans la majorité des cas, si vous regardez le code source, vous allez toujours trouver des champs qui sont cachés. Et ce champ caché, qu'est-ce qu'il contient? Ben, il contient ce CSRF token. Mais à quoi il sert? Eh bien, ce CSRF token-là, il va servir tout simplement pour être sûr que cette page-là provienne de ce serveur. Donc, ça veut dire que vous allez saisir, par exemple, le montant de l'opération, vous allez saisir le numéro de compte, et quand vous allez cliquer sur Submit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer, vous allez demander d'effectuer le virement, et quand vous demandez de faire ça, maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir que cette requête-là ne provient pas d'une attaque CSRF? Ben, c'est très simple. Je dois lire la valeur de... Vous voyez, donc il y a un champ caché, je vais chercher le CSRF token, et puis je vais le comparer. Je le compare avec celui qui est stocké dans la session. Si c'est le même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sûr que la requête provient d'une page que j'ai donnée moi-même. Donc, c'est-à-dire ici, avec ce genre de solution, on peut éliminer les attaques CSRF. C'est pour cela que quand vous travaillez avec Spring Security ou bien vous travaillez avec des frameworks, ben les frameworks, généralement, ils génèrent toujours dans les formulaires, ils génèrent ce CSRF token. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très utile. Alors, souvent, quand on utilise l'authentification stateful, il faut utiliser cette solution. Mais quand on utilise les solutions stateless, l'authentification stateless, on va voir, on va désactiver cette solution-là. Pourquoi? Parce que quand on utilise une authentification stateless, on n'utilise pas les cookies. Parce que le problème, ça provient d'où? Des cookies. Alors, bien sûr, au lieu d'utiliser un lien, un email, des choses comme ça, les pratiques courantes, ça peut être un virus, ça peut être un cheval de Troie qui attend jusqu'à ce que vous soyez authentifié, sachant que généralement, une session côté serveur, il a ce qu'on appelle un timeout. Même si vous fermez votre navigateur, la session, elle est toujours ouverte. Il a un timeout, parfois de 20 minutes ou de 10 minutes. Donc, c'est-à-dire, s'il y a une application dans votre machine, il va tenter à envoyer des requêtes vers le serveur en utilisant les cookies. Donc, ça veut dire qu'il va utiliser votre session. Et le serveur ne saura jamais. Parce que ça provient, l'essentiel, pour lui, il se base sur le numéro de la session. Alors, avant de passer vers O2, également, je rappelle ce qu'on appelle le Cross-Origin Resource Sharing, CORS. Alors ça, c'est quelque chose également que vous allez beaucoup manipuler quand vous développez des systèmes d'authentification. Alors, c'est quoi ce CORS, si vous voulez? Il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que quand un navigateur envoie une requête vers un domaine, par exemple frontend.com, vous demandez un domaine, un serveur de domaine frontend.com, vous lui demandez une page. Donc, vous voyez, donc vous récupérez index.html à partir d'un domaine X. Ben, cette page s'affiche au niveau du navigateur. Par exemple, localhost 4200. Supposons que vous travaillez avec Angular. Vous récupérez la page. Maintenant, à partir de cette page-là, index, je voudrais envoyer une requête vers le serveur avec du JavaScript.
Si vous envoyez, par exemple, vous utilisez avec Angular HTTP client.get ou bien .post, par exemple, quand vous faites .post, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, normalement, le navigateur n'a pas le droit d'envoyer la requête vers un autre domaine. C'est-à-dire, si vous récupérez une page à partir d'un domaine X, eh bien, dans cette page que vous avez récupérée à partir du domaine frontend.com, vous n'avez pas le droit d'envoyer une requête JavaScript vers un autre domaine, par exemple backend.com, par exemple vers un microservice. Donc, qu'est-ce qu'il fait le navigateur? Avant d'envoyer la requête vers le serveur, il va d'abord demander au serveur est-ce qu'il est autorisé. Il va lui demander est-ce que je peux t'envoyer la requête. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait généralement? Il utilise le navigateur et envoie une requête HTTP avec la méthode options. Bon, options. Donc une requête HTTP avec options pour demander au serveur donne-moi les options de communication. C'est-à-dire quoi? Eh bien, le serveur, il vous répond avec une réponse HTTP qui contient des headers. Et parmi les headers qu'il envoie souvent, il y a Access Control Origin. Alors, si par exemple, ce header égale étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je t'autorise de m'envoyer la requête à partir d'une page de n'importe quel domaine. Étoile, c'est-à-dire tous les domaines. Donc, si j'ai récupéré une page à partir d'un domaine, n'importe lequel, il te dit, tu peux m'envoyer la requête. Mais supposons ici, à la place de ça, je vais mettre par exemple localhost 4200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de dire au navigateur, si la page a été récupérée à partir de ce domaine-là, tu peux m'envoyer la requête. Si ce n'est pas le cas, tu affiches à l'utilisateur une erreur course, c'est-à-dire je suis bloqué par le course origin, c'est à peu près ça. C'est clair? Alors, l'autre headers, il y a access control ou low headers. Alors ici, on va préciser quels sont les headers qui sont autorisés à être envoyés dans la requête. C'est comme si vous lui dites, quand tu vas m'envoyer la requête, je t'autorise de m'envoyer les headers X, Y, Z, etc. Si vous mettez étoile, c'est-à-dire je t'autorise de m'envoyer n'importe quel header dans la requête HTTP. Alors, il y en a d'autres comme Access Control Expose Headers. Alors ça, c'est très utile. C'est pour spécifier quels sont les headers qui sont exposés côté JavaScript. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le serveur va envoyer la réponse HTTP, une réponse HTTP, vous savez, la réponse HTTP, il peut contenir des headers. X, par exemple, de point valeur, et Y de point valeur. Ça, c'est des headers. Eh bien, si par exemple, avec JavaScript, quand vous lisez la réponse HTTP, vous voulez lire les headers. Eh bien, s'ils sont autorisés ici, vous pouvez les lire avec du JavaScript. Mais s'ils ne sont pas autorisés, ça veut dire avec du JavaScript, vous ne pouvez pas lire ces headers. C'est très utile parce que souvent, ce qui vous arrive, c'est que vous regardez une réponse HTTP avec les outils de développement, que je trouve la réponse HTTP, par exemple, le header xcount. N'est-ce pas? Quand tu le JavaScript, tu essaies de récupérer la valeur de xcount, la valeur elle est undefined. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à la lire. C'est-à-dire quoi tout simplement? C'est parce que tu n'as pas le droit de la lire. Parce que le access control expose headers, il n'y avait pas, c'est-à-dire le serveur ne t'a pas autorisé de lire ce header. Donc ça c'est pour exposer des headers pour un accès côté JavaScript par exemple. Et après il y en a d'autres headers comme par exemple les méthodes autorisées, get, post, etc. Donc c'est-à-dire avec cette méthode option on récupère quelles sont les options de communication que j'ai les droits. Je dis toujours un exemple. C'est comme si vous voulez appeler quelqu'un par téléphone, mais avant d'appeler la personne par téléphone, vous lui envoyez un SMS pour lui dire « Est-ce que je peux vous appeler ?» Il y a option, la requête option, ça veut dire tout simplement « Est-ce que j'ai le droit de vous appeler? Est-ce que j'ai le droit de vous envoyer une requête ?»
Add option, est-ce que j'ai le droit? Eh bien, il vous dit, si vous êtes dans ce domaine, vous pouvez m'envoyer la requête. Et quand vous m'envoyez la requête, vous pouvez m'envoyer tous ces headers. Voilà uniquement les headers, par exemple X, Y, Z, etc. Seuls les headers X, Y, Z que j'accepte. Et quand je vous envoie la réponse, seuls les headers A, B que tu peux lire côté JavaScript. Donc c'est à peu près ça. Voilà, donc si par exemple il y a le droit, c'est à ce moment-là que la requête va être envoyée. Donc, de l'affaire, quand vous allez travailler avec Keycloak, avec les outils de sécurité, avec Spring Security, vous allez beaucoup voir Add course. Donc, il faut vraiment la comprendre dans ce sens, parce qu'après la configuration, ça va vous permettre d'être assez clair dans vos choix. Bon, alors maintenant, je pense qu'on a maintenant rappelé un peu les concepts de base. On va maintenant parler de O2. Alors, c'est quoi O2? O2, si vous voulez, c'est un protocole de délégation d'autorisation. C'est-à-dire, c'est un protocole qui est fait pour déléguer les autorisations à une application tierce, un serveur tierce. C'est ce que vous utilisez le web. Par exemple, quand vous arrivez dans un site, vous voulez accéder à un site, il vous dit, est-ce que vous voulez vous authentifier via Facebook, ou bien via Gmail, ou bien via LinkedIn, n'est-ce pas? Quand vous dites, je veux m'authentifier via Gmail, qu'est-ce qui se passe? Il va vous rediriger vers Gmail. Vous allez saisir votre username et votre mot de passe, vous le donnez à Gmail. Et bien après, par la suite, une fois que l'authentification est faite, il vous redirige encore vers l'application. Et l'application, il vous laisse accéder à l'application avec votre identité. Et ça, c'est O2. Donc, c'est un protocole qui repose sur une architecture à 3 parties. Il y a ce qu'on appelle le client, il y a Resource Server et Authorization Server. Alors, comment ça marche? Regardez bien. Vous avez l'application cliente. Vous avez par exemple une application cliente qui peut être par exemple un front-end, par exemple, qui envoie une requête vers un back-end, par exemple un microservice. C'est ce qu'on appelle Resource Server. C'est quoi Resource Server? C'est-à-dire c'est le serveur qui héberge la ressource. Par exemple, une REST API qui est sécurisée. Donc, vous demandez d'accéder à une ressource qui est protégée. Et comme elle est protégée, ça nécessite une authentification. Et Resource Server, c'est un microservice. Lui, il ne fait pas l'authentification. Ce n'est pas à lui de faire l'authentification. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous rediriger. Il va vous rediriger vers quoi? Vers Authorization Server. Et cette redirection-là, dans la redirection, regardez, vous envoyez quelques paramètres qui sont très importants. Il faut indiquer Authorization Server. Voilà, je suis redirigé de quel client? Vous avez Client ID. Donc, Client ID, parce qu'en fait, après, côté serveur d'autorisation, si vous voulez autoriser une application à s'authentifier via ce serveur-là, il faut créer ce qu'on appelle un client. Donc, il faut créer un Client ID. Et puis, vous avez, je vais vous expliquer tout à l'heure ce qu'on appelle callback URL, dans lequel on envoie l'URL, on envoie l'adresse, l'URL de ce service-là. Pourquoi tout simplement on envoie, dans la redirection, on envoie l'adresse de Resource Server? Parce que quand il va finir l'authentification, il va me rediriger vers l'origine. La requête, il provient d'où? Il provient de Resource Server. Donc, c'est pour cela que dans les URL de redirection, si vous regardez, vous allez trouver beaucoup de paramètres. Parmi les paramètres que vous allez voir souvent, il y a Client ID et l'URL. Donc, c'est l'URL de callback, si vous voulez, ou bien... Donc, ça, c'est des éléments importants. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le serveur d'autorisation? Il va vous afficher un formulaire pour s'authentifier. Vous allez saisir votre username, vous allez saisir votre mot de passe et vous allez donner ces identifiants au serveur d'autorisation. Alors, le serveur d'autorisation, il va faire une opération d'authentification. Alors, normalement, O2, il ne fait pas l'authentification. On va voir que l'authentification, c'est un autre protocole qu'on appelle OpenID Connect. C'est-à-dire, l'authentification, on peut faire appel à un annuaire LDAP ou bien on peut faire appel à une autre application qui contient l'identité de l'utilisateur. L'essentiel, il y a une authentification qui va être faite. Une fois que l'authentification est faite,
Regardez le serveur d'autorisation, qu'est-ce qu'il fait? Il va générer un code d'autorisation. Il va vous donner le code d'autorisation. Et ce code d'autorisation, c'est un code d'autorisation qui est éphémère. Éphémère, ça veut dire quoi? Le terme éphémère, ça veut dire que c'est un code qui expire rapidement. Il va s'évaporer rapidement, si vous voulez. Il vous donne un code d'autorisation qui va expirer dans quelques secondes. Pourquoi? Parce que quand il vous donne ce code d'autorisation, il vous redirige. Ce code, vous allez l'envoyer vers quoi? Vers Resource Server. Donc, une fois que vous êtes authentifié, il vous redirige vers le serveur qui contient la ressource. Et ce serveur-là qui contient la ressource va recevoir Authorization Code. Une fois qu'il reçoit le code d'autorisation, maintenant, il doit savoir est-ce que ce code d'autorisation il est valable et qui est l'identité de l'utilisateur. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Resource Server, il envoie une requête vers le serveur d'autorisation. Il va lui dire, voilà, pour ce code d'autorisation, est-ce que c'est toi qui as donné ce code d'autorisation? Est-ce qu'il n'a pas expiré? S'il n'a pas expiré, donne-moi la session de l'utilisateur. Et qu'est-ce qu'il va faire le serveur d'autorisation? Il va générer un token. Alors, si vous utilisez OpenID Connect, ça c'est un JWT, on va y arriver. Donc, mais ça peut être un token quelconque. Ce n'est pas forcément JSON Web Token. Donc, il génère le token et ce token-là contient la session de l'utilisateur. Et qu'est-ce qu'il va faire Resource Server? Il va ouvrir la session. Donc, vous voyez donc, je veux accéder à une ressource qui est protégée. Eh bien, l'authentification, elle est faite côté Authorization Server. Mais une fois que je suis authentifié, je reviens vers l'application. Et quand j'accède à l'application, il me donne tout simplement la ressource. C'est clair? Donc ça, c'est le principe de base. C'est très simple. Regardez, je vais vous donner juste un exemple, comme ça vous allez comprendre. Moi, je suis par exemple, voilà, Resource Server. OK? Oussama. Oussama, c'est le client. Oussama, il me demande un service. Ce service, il est protégé. Je ne peux pas le donner à n'importe qui. Donc, quand il me demande ce service, je vais lui dire, il faut d'abord que je t'identifie, qui tu es. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'authentifier. Mais moi, je ne peux pas l'authentifier parce que je n'ai pas la base de données qui contient ces identifiants et tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le rediriger. Je le redirige vers Ayoub. Oui, donc, je vais le rediriger vers Ayoub. Donc, Oussama, il va aller chez Ayoub. Vous voyez, donc, il y a la redirection. Je l'ai redirigé vers Ayoub. Ayoub, il va lui afficher un formulaire. Il va lui dire qui tu es. Donne-moi la carte d'identité nationale. Donne-moi la preuve que tu es ce que tu es. Bon, c'est-à-dire, il faut une preuve. Parce que ce n'est l'authentification. L'authentification, c'est fournir la preuve que tu es ce que tu prétends être. Vous lui dites, je suis Oussama, mais donne-moi la preuve que tu es Oussama. Je n'ai la preuve, le mot de passe. Donc, tu lui donnes la preuve, Ayoub, il va regarder dans sa base de données, il va faire l'authentification. Une fois qu'il trouve que vraiment le mot de passe, etc., qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner un code d'autorisation. Il va générer un code d'autorisation, mais ce code d'autorisation, il va expirer rapidement. Donc, il va te le donner. Du moment que le code va expirer rapidement, tu as intérêt à courir. tu me ramènes le code d'autorisation avant qu'il expire. Donc, tu me ramènes. Donc, vous voyez, donc, il te redirige avec le code. Tu viens avec le code d'autorisation. Tu me donnes le code d'autorisation. Et moi, pour s'assurer que ce code-là, il est valable, qu'est-ce que je vais faire? Cette fois-ci, c'est un appel téléphonique. Ce n'est pas une redirection. C'est ce qu'on appelle le backend channel. C'est une communication sur un channel qui est sécurisé. Donc, j'appelle Oussama, je lui dis, pas Oussama, Ayoub. Ayoub. J'appelle Ayoub, je lui dis, voilà, le code d'autorisation, est-ce qu'il est toujours valable? Est-ce que c'est toi qui l'as donné? Oui. Je lui dis, donne-moi l'identité de l'utilisateur. Et Ayoub, il m'envoie le token qui contient username, les rôles, il contient les informations. Je prends avec le token
ben, et j'ouvre la session et après je lui fournis le service. Et tant que j'ai sa session ouverte, il peut toujours accéder directement à l'application. Donc, Hadawa O2. C'est clair? Parfait. Alors maintenant, O2, il y a la faille de sécurité. Je n'ai de la faille de sécurité. La faille de sécurité réside dans le fait que, quand par exemple, Oussama va chez Ayoub, il va lui donner un code d'autorisation. Quand il va donner le code d'autorisation, je n'ai le risque. Ben, le risque, c'est que s'il y a une personne qui intercepte avec le code d'autorisation, et je n'ai le risque. Le risque, c'est que cette personne, il peut venir chez moi avant, il va courir plus rapidement qu'Oussama, il me ramène le code d'autorisation, et ben, je l'accepte, et après, il va accéder à l'application avec l'identité de Oussama. Est-ce que vous voyez le problème? Donc, ça, c'est le O2. Après, le hôte de 3. La version 3.1, ils ont ajouté ce qu'on appelle c'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle vous avez un PKCI flow. Le code PKCI, c'est le principe. Le principe, c'est très simple. C'est que quand Oussama va me demander une ressource, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais générer un nombre aléatoire dans ma tête, un nombre aléatoire. Et je vais rediriger Oussama vers Ayoub. Mais dans cette redirection, je lui donne avec le code que j'ai généré. Mais je lui demande de le garder chez lui. Donc vous voyez, donc j'ai généré 520. Ben, je le redirige, je lui donne avec le code PKCI, 520. Et après, il va chez Oussama. Oussama va lui donner le code d'autorisation. Et quand il va venir chez moi, il va me donner le code d'autorisation plus quoi? Plus avec le code PKCI que j'ai généré au départ. Je vais le prendre, je le compare avec celui qu'il m'a donné. Si c'est le même, ça veut dire quoi? Cette fois-ci, je suis sûr que ça provient de Oussama. S'il y a quelqu'un qui a intercepté le code, donc il ne peut pas savoir avec le PKCI. Donc ça, c'est ce qui est utilisé avec Keycloak. Vous allez voir Adliflow. La configuration, vous aurez à les toucher. C'est clair? Voilà. Alors maintenant, OpenID Connect. OpenID Connect, je disais donc O2, c'est un protocole de délégation des autorisations. Donc O2, il ne fait pas l'authentification. Si vous voulez faire l'authentification, il y a d'autres protocoles, comme par exemple SAML ou bien OpenID Connect. Alors SAML, c'est un protocole qui utilise un token au format XML, c'est quelque chose d'ancien. Et OpenID Connect utilise un token qui est JSON Web Token. Alors en fait, OpenID Connect, il introduit ce qu'on appelle la notion de ID Token. Le ID Token, c'est quoi? Le ID Token, si vous voulez, contient deux tokens. Il y a ce qu'on appelle le Access Token et le Refresh Token. Alors, je n'ai les deux tokens, regardez bien. Vous savez, pour comprendre ça, c'est quoi le problème de JSON Web Token? Le problème de JSON Web Token, c'est que quand je génère un JWT, je dois préciser la date d'expiration. Et le problème maintenant, quelle est la date d'expiration que je vais mettre? Supposons que je vous donne un token qui est valable une année. Vous êtes authentifié, je vous donne un JWT qui est valable une année. Quel est le problème? Le problème, c'est que vous allez continuer à accéder à l'application pendant une année. Si par exemple, demain, je voudrais vous interdire, je voudrais par exemple vous révoquer des droits, je ne peux pas le faire. Si vous avez un token qui est valable une année, vous pouvez continuer à accéder à l'application jusqu'à ce qu'il expire. Donc, c'est-à-dire, le problème, c'est qu'avec JWT, on ne peut pas faire ce qu'on appelle la révocation de droit. Je vous ai donné un droit via le token, mais ce droit-là, il est valable 6 mois, mais d'ici 15 jours, je vois que vous êtes dans une blacklist, je voudrais vous interdire. Ben, le problème, je ne peux pas. N'est-ce pas? Donc, c'est le problème de JWT. Donc, quelle est la solution? Donc, vous voyez, donc, le fait d'avoir un token avec une longue durée d'expiration, ce n'est pas bon. Maintenant, supposons que je vais donner un token avec une durée qui est très courte, par exemple 5 minutes. Si je vous donne un JWT qui est valable 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer?
Ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer à utiliser le token pendant 5 minutes. Et dès que les 5 minutes expirent, le token n'est plus valable. Et l'application va vous demander de s'authentifier à nouveau. C'est-à-dire vous devrez saisir votre username et votre mot de passe. Ça veut dire que chaque 5 minutes, vous allez saisir username et le mot de passe. Vous voyez donc pour l'expérience utilisateur, ça ne marche pas. Donc si vous faites ça dans une application, il n'y a personne qui va utiliser votre application, n'est-ce pas? Vous utilisez une application mobile, mais 5 minutes expire, je dois taper encore le mot de passe pour continuer à travailler. Non, ça ne marche pas. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est ça. C'est OpenID Connect, il va utiliser 2 tokens. Il y a le Access Token, qui est le token qui va utiliser une date d'expiration très courte, 5 minutes par exemple. Donc, ça veut dire j'ai un Access Token qui est valable 5 minutes. Mais en même temps, il va me donner un Refresh Token qui est valable par exemple 6 mois. Vous voyez donc, j'ai un token qui est valable 5 minutes et j'ai un Refresh Token qui est valable 6 mois. Alors, je vais accéder à l'application en utilisant Access Token. Parce que c'est Access Token qui contient les rôles, les droits, etc. Le Refresh Token, non. Je vais utiliser le Access Token pour accéder à l'application, mais au bout de 5 minutes, le token va expirer. Et quand l'application va me dire le token n'est plus valable, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre le Refresh Token, je vais l'envoyer vers le serveur d'autorisation, d'authentification, je lui donne le Refresh Token, il va me donner un nouvel Access Token qui est valable encore 5 minutes. Je l'utilise, il expire, je demande au serveur, donne-moi un nouvel Access Token. C'est-à-dire, au bout de chaque 5 minutes, il suffit d'envoyer une requête avec un Refresh Token, et ben, je récupère un nouvel Access Token. Mais une fois que le Refresh Token expire, alors à ce moment-là, il va vous demander de saisir votre username et votre mot de passe. N'est-ce pas? Alors, avec cette façon de faire, je n'ai l'avantage. L'avantage, c'est que je suis sûr qu'au bout de chaque 5 minutes, l'utilisateur il va demander de rafraîchir son token. Il va me demander un nouvel Access Token. Et quand il me demande un nouvel Access Token, c'est à ce moment-là que je vais contacter la base de données pour voir est-ce que les droits n'ont pas changé, est-ce qu'il n'y a pas un blocage, est-ce que peut-être il n'est pas dans une blacklist, etc. S'il est par exemple il est blacklisté, donc je vais lui dire tu n'as plus le droit. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Ok. Donc, généralement, Si c'est clair. les applications mobiles que vous utilisez d'une manière générale, les applications mobiles utilisent Access Token et Refresh Token. Alors pourquoi c'est conseillé pour les applications mobiles? Parce que les applications mobiles, ils ont ce qu'on appelle un secure storage. C'est-à-dire dans une application mobile, quand vous stockez le Refresh Token, vous le stockez dans un fichier. Vous savez, dans les applications mobiles, il n'y a aucune autre application qui a le droit de lire un fichier qui est créé par une autre application. Parce que le système, il est protégé comme ça. N'est-ce pas? Donc, ce qui fait, c'est très pratique. Par exemple, si vous regardez l'application de Facebook, est-ce qu'il vous demande de s'authentifier à chaque fois? Non, mais il vous donne 2 tokens, Access Token et Refresh Token. Le Access Token, généralement, c'est 5 minutes conseillé. Le Refresh Token, il va vous donner un Refresh Token de 5 ans. Non. Ben, il vous donne un Refresh Token qui est valable, par exemple, 30 jours. Mais qu'est-ce qu'il fait quand vous allez demander un Refresh Token, plutôt quand vous lui demandez de vous donner un Access Token, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne un Access Token plus un autre Refresh Token qui est encore valable 30 jours, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois que vous rafraîchissez le Access Token, il vous donne un Refresh. Donc, c'est-à-dire votre Refresh Token, il ne va jamais expirer. Donc, ce qui explique que votre application mobile, bah, il accède tout le temps à la... N'est-ce pas? Mais par contre, si vous laissez votre application, vous ne l'utilisez pas pendant toute la durée du Refresh Token, bah, il va vous obliger de s'authentifier avec votre username et votre mot de passe. C'est clair? Donc voilà. Alors ça, c'est OpenID Connect. C'est lui qui a introduit la notion de Access Token et Refresh Token. Mais par contre, pour les applications web, ce n'est pas recommandé. Les 2 tokens, généralement, on utilise Access Token. Pourquoi? Parce que pour les applications web,
La question est où est-ce qu'on va stocker le refresh token? Parce que le refresh token, il a une durée de vie qui est trop longue. Donc ça veut dire s'il y a quelqu'un qui... si vous le stockez en local storage, vous savez, le local storage n'est pas sécurisé. Donc s'il y a une autre application qui vous pirate le refresh token, ben, il peut accéder à l'application avec votre identité. Donc si vous voulez utiliser le refresh token dans les applications web, il faudrait penser à prendre le refresh token, il faut le découper, il faut le crypter et de le stocker quelque part, de le masquer, de façon à ce que seule votre application front-end qui est capable de chercher le refresh token. N'est-ce pas? Donc ça, c'est juste entre parenthèses. Alors maintenant, ça, on a compris à peu près comment ça marche le OpenID Connect. On va voir maintenant Keycloak. Alors, Keycloak, c'est justement, on va essayer de voir maintenant comment pratiquer la logique qu'on vient de citer. Alors, Keycloak, c'est un outil. C'est un outil open source, développé avec JBoss, avec Java. C'est un outil qui est développé en Java et qui permet de faire trois choses. À moi, les trois choses. Il permet de faire la gestion des identités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous donne une application web avec un back-end et un front-end avec une base de données qui contient à peu près 92 tables dans lesquelles vous allez trouver toute la logique de l'authentification, c'est-à-dire la table users, les rôles, les privilèges, les tokens, les paramétrages, vous avez tout ce qu'il faut. Donc vous avez une application qui permet de gérer, qui permet de créer les utilisateurs, d'affecter les rôles aux utilisateurs, etc. etc. Toute cette logique-là, donc il gère les identités des utilisateurs. Il fait l'authentification, parce qu'il utilise les protocoles d'authentification comme OpenID Connect ou bien SAML. Donc ça, c'est des protocoles qui sont utilisés pour faire l'authentification. L'authentification, je rappelle, l'authentification, ça veut dire quoi? Ben, si vous lui donnez votre username et votre mot de passe, il va vers la base de données, il y a les identités, il va chercher username, il va chercher le mot de passe, il compare le mot de passe, si le mot de passe est bon, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous générer un ID token qui contient le access token et le refresh token. Également, Keycloak, on peut lui déléguer les autorisations. C'est là où on va utiliser le protocole OAuth 2. Donc OAuth 2, c'est le protocole de délégation des autorisations, c'est-à-dire c'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Donc code d'autorisation, il vous redirige. Avec cette communication à trois parties, ça permet donc à une application de déléguer les autorisations à une autre application qui est Keycloak. Oui. Le but de OAuth 2, c'est l'autorisation. Oui. L'utilisation de OAuth 2 plus ID Connect, c'est pour l'autorisation plus l'identité. L'authentifier, exactement. Tout à fait. Donc c'est trois. D'ailleurs, exprès ici, je précise les trois. Normalement, c'est trois choses indépendantes. C'est-à-dire, il y en a ceux qui utilisent Keycloak uniquement pour les autorisations. Ils ne font pas l'authentification avec Keycloak. Pourquoi? Parce que Keycloak, l'authentification, ils utilisent par exemple Active Directory ou là ils utilisent. C'est-à-dire, avec Keycloak, vous pouvez le configurer quand on va faire l'authentification, de faire appel à Active Directory ou un annuaire LDAP pour faire l'authentification. OK? Alors, le principe, c'est le même. Donc, généralement, vous avez, souvent, vous avez des applications, vous avez des front-end, vous avez des back-end. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc de protéger, notre front-end et notre back-end en utilisant donc ce qu'on appelle des Keycloak adapters. Bon, c'est des librairies qu'on va utiliser qui sont déjà faites. Côté back-end, par exemple, avec Spring, on va utiliser Spring Security, donc ça nous permet de sécuriser le back-end. Côté front-end, il y a ce qu'on appelle des adaptateurs Keycloak. Par exemple, pour Angular, on va utiliser une librairie Keycloak Adapter qui permet donc tout simplement de faciliter la sécurisation de l'application. Comment ça se passe? Quand vous tentez d'accéder, par exemple, à une ressource dans le front-end dont vous n'avez pas le droit, ben, il vous redirige vers quoi? Vers Keycloak. Keycloak va vous afficher un formulaire d'authentification. Vous allez saisir username, le mot de passe, il fait l'authentification. Il vous génère un authorization code. Vous êtes redirigé vers votre front-end. Le front-end va contacter en back-end channel
le Keycloak pour lui demander le token. Il récupère le JWT, il ouvre la session et, et par la suite, quand le navigateur demande une ressource pour le backend, ben, qu'est-ce qu'il fait le front-end? Il envoie le JWT directement vers le backend. Le backend, lui, quand il reçoit le JWT, il a besoin de vérifier la signature. Mais pour vérifier la signature, vous voyez donc qu'il a besoin de public key. Oui, où est-ce qu'on va récupérer public key? Ben, tout simplement, Keycloak, lui, il peut vous donner la clé publique. Donc, c'est-à-dire un microservice qui veut vérifier la signature, il suffit de demander à Keycloak, donne-moi la clé publique, il va vous donner la clé publique, vous vérifiez la signature. Et après, donc, c'est à peu près le même principe. Alors, si vous voulez travailler avec Keycloak, donc il faut le télécharger. Donc, après, on va voir comment développer, comment sécuriser le back-end et le front-end. Donc, vous aurez besoin de télécharger en fait Keycloak. Alors, pour télécharger le Keycloak, c'est Keycloak download. Alors, vous voyez donc les versions, quasiment chaque période, 4 mois, 6 mois, 3 mois, il y a une nouvelle version. Alors, surtout pour les outils de sécurité, il faut faire attention parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour, il faut la changer. Donc, c'est tout à fait normal parce que s'il y a une mise à jour, ça veut dire qu'il y a quelque part une petite faille de sécurité qui a été corrigée. Donc, ce qui fait que on a souvent besoin de mettre à jour ça. Donc, c'est pour cela que vous allez voir les versions Et d'ailleurs, vous avez intérêt à utiliser un outil qui est tout le temps mis à jour. Bon, l'année dernière, c'était la version 23. Maintenant, c'est la version 26. L'année d'avant, c'était la version 19. D'ailleurs, si vous regardez l'écran ici, vous allez trouver c'est la version 19. Donc, je télécharge. En fait, Keycloak est développé avec un framework qui s'appelle Quarkus. Alors, Quarkus, donc c'est quoi? Quarkus, c'est un framework, c'est à peu près le concurrent de Spring. Aujourd'hui, pour développer des applications microservices, vous avez deux frameworks. Il y a Spring que vous connaissez qui est le plus populaire. Mais après, il y a JBoss ils ont développé un framework réactif qui s'appelle Quarkus. Donc, ce qui fait Keycloak, il est développé sur la base de Quarkus avec un front-end Angular. Donc, c'est une application web classique. Alors, vous allez le télécharger. Donc, 23. cdbin. Je vais utiliser ./kc .sh startdev. Voilà. Alors, localhost 8080. Alors, donc, en principe, vous devrez avoir ça. Donc, vous avez une console d'administration. Normalement, si vous le faites pour la première fois, il va vous demander de créer un administrateur. Donc, il va vous demander de créer un utilisateur. Vous l'appelez admin. Mot de passe, vous l'appelez ce que vous voulez. Et puis, donc, on va s'authentifier. Donc, avec admin, j'espère que je me rappelle bien de... Le mot de passe, c'est admin. Donc, vous voyez, donc ça, c'est l'interface de Keycloak. Alors, la première des choses à créer, c'est créer ce qu'on appelle un realm. Create un realm. Alors, c'est quoi un realm? Un realm, c'est ce qu'on appelle, c'est le territoire à sécuriser. C'est le royaume. Le realm, c'est l'ensemble des applications que vous voulez sécuriser. Donc, vous voyez, donc la première des choses à créer pour chaque projet, ça peut être pour un ensemble de projets, mais en tout cas, vous créez un realm. Donc, je vais l'appeler, par exemple, je vais créer un realm name que je vais appeler BDCC, par exemple, realm inset. Inset realm. OK? Alors, quand je crée le realm, vous gardez alors, ça existe déjà, je pense, oui. Realm inset BDCC realm. Voilà.
Donc je crée le realm. Donc le realm, il est sélectionné ici. Maintenant, le realm, vous voyez, donc ça c'est le démarrage. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que par défaut, quand vous démarrez Keycloak, il utilise une base de données H2, database, file. C'est-à-dire pour le moment, il utilise une base de données de type H2. Ça c'est pour l'environnement de développement, ça va, il n'y a pas de problème. Mais si en production, vous aurez besoin d'utiliser une vraie base de données. Donc si vous voulez démarrer Keycloak avec par exemple Postgres, je vais utiliser donc voilà, donc je peux démarrer Keycloak en utilisant MariaDB, Microsoft SQL, MySQL, Oracle, Postgres, etc. Il n'y a pas de problème. Donc je vais utiliser kc.bat, ça c'est pour Windows, start dev, je spécifie le driver, le type de base de données c'est Postgres, ici l'URL, ça c'est la base de données qui s'appelle Keycloak, username et password. Si vous démarrez Keycloak avec ça, vous allez avoir une base de données Postgres qui contient à peu près 92 tables. Donc ça dépend des versions. Donc c'est-à-dire ici, donc ça c'est la base de données qui représente l'identité des utilisateurs. Alors une fois démarré, donc on va s'authentifier et quand vous allez cliquer sur la console d'administration, il va vous demander, si vous ne l'avez pas fait, donc il vous demande un username et un mot de passe. Vous voyez, donc ça c'est dans la version 23, vous faites ça dans l'interface, mais maintenant à priori dans la version 26, vous le faites, parce que c'est logique. Il vous demande de spécifier username et le mot de passe dans une variable d'environnement avant de démarrer. Bon, j'ai pas voulu insister, mais je vais revenir après. Mais en tout cas, donc ça c'est comment ça marche. Donc une fois que vous créez l'admin, vous allez accéder à l'application, vous allez vous authentifier. Et après, la première des choses à créer, c'est de créer ce qu'on appelle un realm. Alors, qu'est-ce qu'on va créer dans le realm? On va créer ce qu'on appelle des clients. Alors, pour chaque application, pour chaque front-end d'une application, vous créez ce qu'on appelle un client. Et dans un realm, on va créer des utilisateurs, on va créer des rôles, on va associer les rôles aux utilisateurs, c'est-à-dire, vous avez cette logique de l'identité. Et également, vous pouvez gérer les thèmes. En fait, les thèmes, c'est parce que dans la page d'authentification, vous avez un thème avec un formulaire prédéfini, mais vous pouvez définir vos propres thèmes si vous voulez personnaliser la page d'authentification. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle User Federation si vous voulez faire l'authentification avec un annuaire, par exemple LDAP. Par exemple, vous voulez utiliser Active Directory ou un autre annuaire LDAP, donc ça, on peut le faire. C'est-à-dire, parce que la majorité parfois des entreprises, ils vont vous dire ça. Ils vont vous dire, moi je ne vais pas créer des utilisateurs des rôles parce que j'ai déjà un annuaire que j'utilise, donc qui centralise toutes les identités des utilisateurs, les rôles, les droits, etc. Donc avec Keycloak, ce n'est pas compliqué. Donc si vous ne voulez pas gérer les identités dans votre realm, vous pouvez déléguer ça en utilisant ce qu'on appelle User Federation. Et puis également, avec Keycloak, on peut également déléguer l'autorisation à ce qu'on appelle Identity Provider. Par exemple, avec Keycloak, on peut par exemple demander je veux faire l'authentification via GitHub ou Twitter, Facebook, Google, etc., etc. Bon, vous voyez, tout ça, c'est juste des cases à cocher et automatiquement, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans le formulaire et ça vous permet d'intégrer ces possibilités assez rapidement. Ça, c'est ce qu'on va voir dans les démos. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous créez un realm, c'est ce que je viens de faire. Une fois que vous créez le realm, ben vous avez ici client. Donc, on va créer un client. Create client. Je vais créer un client. Supposons je veux créer, donc vous voyez client ID. Bon, je vais choisir par exemple pour le client ID, par exemple app BDCC. Bon, je l'appelle comme ça. App test. Ça, c'est client ID. Pour le reste des paramètres, vous pouvez garder les paramètres par défaut. Alors, parmi si vous faites Next, vous avez quelque chose d'important. Après, vous avez par exemple, vous avez ici par exemple les Web Origins. Parce qu'après, vous aurez des problèmes de course. Vous avez votre application front-end à un moment donné, il fait ce qu'on appelle une communication back-channel avec Keycloak. Ben, il dit que donc, si le domaine de votre application front-end n'est pas autorisé ici, bon, ça va pas marcher. Par exemple, si votre front-end, par exemple, c'est localhost 4200,
Là, après, on va trouver quelque chose comme ça. Localhost 4200, par exemple. Mais pour le moment, on ne va pas créer d'application, on va juste tester le... Donc, on le laisse, mais après, bon, c'est des paramètres qu'on va définir après. Save. Donc, j'ai créé Save. Donc, j'ai créé Client. Maintenant, je vais créer des rôles. Alors, supposons que j'ai des rôles, je vais créer un rôle User. Save. Je vais créer un rôle Admin. Save, bon c'est fait. Créer un rôle admin. Donc vous voyez, donc j'ai créé rapidement deux rôles et après je vais créer des utilisateurs, users. Je vais créer un utilisateur user 1 avec email user1 @gmail.com par exemple. Alors ici, bon ça si je veux obligé de vérifier l'adresse mail, donc c'est pas le cas ici. Le nom, Mohamed. Last name, Yousfi. Je crée l'utilisateur. Et après, si vous voulez lui attribuer un mot de passe, dans la partie credentials, set password, on va initialiser le mot de passe par exemple 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et par défaut, le mot de passe, il est temporaire. Temporaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur, une fois qu'il va s'authentifier la première fois, il est obligé de le modifier. Mais comme ici, je vais tester avec un outil comme Postman, je vais désactiver. Donc, c'est-à-dire, je suppose que c'est un mot de passe qui est permanent. Ça me permet donc de tester l'authentification pour le moment. Save. Save password. C'est fait. Alors, je vais créer également un autre utilisateur. User2. L'adresse mail user2@gmail.com. Le nom Yassine Yassine Abdallah. Save. Mot de passe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Save. C'est un mot de passe qui n'est pas temporaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai créé les deux rôles, j'ai créé deux utilisateurs. Alors maintenant, je vais affecter les rôles aux utilisateurs. Comment? Je vais sélectionner user 1. Et dans user 1, j'ai role mapping. Alors dans role mapping, donc je vais assigner les rôles. Je vais dire par exemple user 1, je vais lui donner le rôle user. Save, assign. Donc ici, vous voyez, ici user 1, role mapping, vous avez le rôle ici, le rôle user, c'est déjà fait. Et user 2, je vais lui assigner les deux rôles. Quels sont les rôles? Vous avez user et admin. Donc, ça m'a pris combien de temps? Vous voyez, donc, en quelques minutes, j'ai créé un Realm, j'ai créé l'utilisateur, deux utilisateurs, j'ai créé deux rôles, j'ai affecté les rôles aux utilisateurs. Alors maintenant, vous allez après tester la partie authentification. Et pour tester l'authentification, vous allez utiliser un outil comme Postman. Donc vous utilisez Postman ou bien vous utilisez, si vous travaillez sur IntelliJ, donc on va utiliser en fait HTTP Client. Alors en tout cas, donc si vous travaillez avec Postman, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour s'authentifier, vous aurez besoin d'envoyer une requête HTTP avec post vers l'adresse. Alors où est-ce qu'on va trouver cette adresse-là? Regardez. On va vers le Realm Setting. Realm Setting. Ici, donc, généralement, vous avez un lien. Alors, ce lien-là de OpenID Connect Endpoint Configuration, ben, il vous donne en fait, des données de JSON. C'est ce qu'on appelle le .willKnown.
tous les outils O2, ils fournissent pour les applications qui le souhaitent le endpoint, dans lequel vous allez trouver donc par exemple si vous voulez récupérer le token endpoint. Alors le token endpoint c'est ça. C'est-à-dire Keycloak il vous dit si vous voulez demander, vous voulez vous authentifier pour avoir un token, voilà, il faut envoyer une requête vers ce endpoint. Donc c'est ce que je vais utiliser ici. CTRL V. Vous voyez donc le token endpoint, vous avez localhost 8080, c'est là où se trouve Keycloak. Realms, ça c'est le nom du realm que nous avons créé. Protocole, OpenID Connect /token. Alors maintenant, après, il va falloir envoyer un ensemble de headers dans la requête. Alors quels sont les headers? D'abord, le premier c'est content type. Alors content type, ça doit être. Alors content type, ça doit être application 3W URL encoded. C'est ça. Alors parce qu'en fait, l'authentification, on n'envoie pas les données JSON. On envoie les paramètres sous forme clé égale valeur, and clé égale valeur. C'est-à-dire, on va utiliser donc x3w form URL encoded. Alors, ça c'est la première des choses. Et après, vous allez envoyer donc un ensemble de paramètres. Donc ça c'est les headers. Et dans body, vous allez envoyer donc c'est-à-dire vous allez envoyer un ensemble de paramètres qui sont d'abord le premier ça s'appelle grant type. Alors grant type peut avoir comme valeur soit password. Alors si vous mettez password, ça veut dire je voudrais m'authentifier avec un mot de passe. Après, on va voir, au lieu de password, on va utiliser refresh token. C'est-à-dire, je veux m'authentifier uniquement avec un refresh token. Et après, il y a un troisième qu'on appelle client credentials, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, pour le moment, on va s'authentifier via un mot de passe. Dans ce cas-là, il faut envoyer... Il faut faire ça dans forme data ou là? Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, c'est ça, ici. Je l'ai fait ici dans forme data. Parce qu'il y a un autre... Si, c'est ici, non, ici. Ah. Exactement, c'est x3w form URL encoded, tout à fait. C'est-à-dire, j'envoie les données sous forme clé égale valeur, and clé égale valeur, c'est à peu près ça. D'ailleurs, tout à l'heure, on va basculer vers IntelliJ pour faire ça. Donc, est-ce que le premier paramètre? Grant type. Ça, c'est important. La valeur, c'est quoi? C'est password. Et après, dans ce cas-là, il vous faut username. Alors ici, donc, je vais m'authentifier avec user1. Password, c'est 1, 2, 3, 4. Et puis, il y a un troisième, c'est client ID. Alors, client ID, donc, c'est le client ID, comment on l'avait appelé? Alors, notre client ID, on l'avait appelé... Oui, ici. Alors, c'est quoi ça? Pourquoi c'est tellement grand? Voilà. Donc, ici, clients. Notre client s'appelle AppTest. OK? Le client ID qu'on a créé, c'est AppTest. Donc, je vais mettre ici AppTest. Alors, si vous envoyez cette requête, vous voyez ici, il va vous donner, vous voyez, Keycloak, il vous donne un ID token, dans lequel vous avez le access token et vous avez le refresh token. Alors, le access token, c'est un token qui va expirer, vous voyez, donc par défaut, c'est 300 secondes, c'est-à-dire 5 minutes. Et refresh token, vous allez voir, après, bon, c'est 30 minutes, je pense, par défaut. Et après, c'est des paramètres qu'on peut changer au niveau de Keycloak. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce JWT, vous prenez ce token-là et vous pouvez regarder le site jwt.io. Alors ici, vous pouvez copier un token quelconque, un JWT, CTRL-V, et vous pouvez voir. Vous voyez, donc le token qui a été généré par Keycloak, il utilise RSA. Donc ici, vous avez la date d'expiration. Vous avez issued at, GTI, l'issuer, l'audience, subject. Alors, vous voyez, donc subject, c'est quoi? C'est user ID. C'est l'identifiant de l'utilisateur qui s'est authentifié. Et après, vous allez trouver également les rôles. Regardez. Realms Access, vous voyez, donc cet utilisateur, il a le rôle user. Et en plus de cela, donc, vous avez l'adresse name.
vous avez, par défaut, il y a des champs qui sont par exemple de given name, family name, email. Vous voyez donc par défaut, Keycloak, il met toutes ces informations-là dans le JWT. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de tester l'authentification avec un mot de passe. OK? Alors, si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a dans le refresh token, vous allez voir que le refresh token, c'est un token qui ne va être utile que pour récupérer les tokens. Donc, ce qu'il contient, regardez, déjà, il utilise HMAC, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas forcément quelque chose à partager. Normalement, le refresh token, il est fait pour renouveler le token. Ici, donc, il n'y a pas les rôles et tout ça. Donc, il y a juste la date d'expiration. Et donc, c'est à peu près ce qui se passe. Donc, en tout cas, donc ça, c'est par exemple, vous créez une application mobile, vous voulez authentifier, ça y est. Donc, vous allez vers votre application mobile, vous créez le formulaire, vous envoyez la requête, saisir username et le mot de passe, et vous avez le token, vous le cachez quelque part, et après, vous pouvez commencer à accéder à l'application back-end, sachant que donc après, on va voir comment sécuriser le back-end et le front-end. Et ça, c'est une autre histoire. Alors, si vous voulez faire l'authentification via un refresh token, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez le refresh token. Et ici, dans les paramètres, au lieu de, ici, grant type, au lieu de password, vous allez utiliser refresh token. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de username. Il n'y a pas de mot de passe, mais par contre, vous allez envoyer refresh token. À quoi est égal? C'est CTRL-V. Donc ici, donc si j'envoie ces données-là, cette requête-là, regardez, il va me donner un nouvel access token et un nouvel refresh token. Alors le refresh token, vous voyez, par défaut, il expire en 1800. 1800 secondes, c'est combien? C'est 10 minutes. Je pense que c'est 30 minutes. C'est ça, 30 minutes. Par défaut. C'est clair? Donc, on vient de voir comment faire l'authentification via avec un mot de passe, et on vient de voir également comment faire l'authentification via un refresh token. Et puis, donc, on peut faire également le troisième mode d'authentification, c'est en utilisant ce qu'on appelle client credential. Comment? Bon, il suffit d'aller vers Keycloak, l'interface de Keycloak ici. On va vers client, apptest. Ici, on va dans la partie login. Alors, pas ici, voilà, ici. Dans la partie Authentication Flow, vous allez juste cocher, vous allez activer ici Client, voilà, Authentication, ça. Alors, si vous ajoutez ça, ça veut dire que pour s'authentifier, il vous faut également avoir ce qu'on appelle un client secret, un secret supplémentaire. Si vous cochez ça, vous allez juste cocher Add Service Account Roles. Et donc, ici, vous allez voir enregistrer. Alors, si vous enregistrez, vous allez voir ici, dans la partie Credentials, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle Client Secret. Vous voyez, donc il y a un secret ici. Vous allez le copier ce secret-là. Et si vous voulez faire l'authentification via un client secret, vous pouvez le faire ici. Alors, cette fois-ci, à la place de refresh token, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ces client credentials, comme ça. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de username, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de refresh token, mais par contre, il y a client secret. Et ici, vous mettez le secret. Et ça, on peut s'authentifier avec le secret, comme ça. Vous voyez donc, uniquement avec le secret, il me donne un access token. Et ça, il y a des situations là où c'est utile. C'est-à-dire, surtout si vous voulez faire l'authentification entre les services back-end.
un service backend pour qu'il contacte un autre service backend, il peut tout simplement s'authentifier via avec le client Client Secret. Alors, sauf qu'il ne faut pas oublier que quand vous activez Client Secret, si vous tentez par exemple de s'authentifier via username et le mot de passe, ici vous mettez password par exemple, password, vous allez voir, ça ne va pas marcher. Vous n'êtes pas autorisé. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il faut envoyer username et le mot de passe plus Client Secret. Donc, Client Secret, il faut l'envoyer parce que sinon, ça ne va pas marcher. OK? Alors maintenant, une fois que vous faites la première démo, vous allez commencer à vous familiariser avec déjà Keycloak. Et après, il y a d'autres possibilités que vous pouvez faire au niveau de Keycloak. C'est personnaliser la configuration. Alors ça, je vous montre ça rapidement dans les slides. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est fait. Et tout ça, c'est la création des utilisateurs, des rôles. Ça, on a fait. On a fait l'authentification en utilisant Grand Type Password. Et après, vous avez Grand Type Refresh Token. Et puis, vous avez Grand Type Client Credentials. Bon, ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Sans oublier de cocher ça dans Keycloak quand vous allez y arriver. Et donc, voilà. Alors maintenant, si vous voulez personnaliser le formulaire d'authentification, parce qu'après, on va utiliser un formulaire qui est fourni par Keycloak, ben, vous avez dans la partie login, vous avez un ensemble de cases. Par exemple, si vous cochez ici User Registration, vous allez avoir ici un lien pour permettre à l'utilisateur de s'enregistrer. C'est-à-dire l'utilisateur, il peut s'inscrire. Vous voyez Forgot Password, ça s'ajoute là. Si un utilisateur oublie son mot de passe, il vous donne un formulaire pour, bien sûr, changer le mot de passe. Remember me, c'est ça. Vous avez email as username, c'est-à-dire je peux m'authentifier avec username, mais également avec email. Login with email, ça c'est la même chose presque. Login with email, c'est-à-dire là c'est différent parce que là je m'authentifie avec l'adresse mail. Mais ici email as username, c'est-à-dire on peut s'authentifier avec les deux, soit username, soit email. Alors après vérifier l'email, etc. Donc vous voyez, donc ça c'est des choses rapides, vous cochez. Ensuite, vous avez également, vous savez, parfois on a besoin de faire ce qu'on appelle double authentification. Une double authentification, comment? Parfois, pour un utilisateur particulier, une fois qu'il va saisir son username et son mot de passe, après je vais lui demander de saisir un autre code, ce qu'on appelle l'OTP. Et ce code-là, je peux l'envoyer soit par email, ou bien je l'envoie via SMS, comme vous faites avec les applications bancaires, ou encore en utilisant une application qui s'appelle Google Authenticator. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer. Alors pour activer OTP pour un utilisateur, vous allez chercher l'utilisateur, par exemple ici, l'utilisateur user 1, et on va ajouter ici, tout simplement dans Required User Actions, vous allez ajouter Configure OTP. Ça fait. Donc, quand on va c'est-à-dire s'authentifier avec cet utilisateur user 1, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'il va nous afficher une page qui contient un QR code. Et donc, vous allez devoir télécharger une application mobile qui est comme Google Authenticator, comme Salesforce Authenticator, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'applications mobiles qui sont très utilisées pour ça. Une fois que vous allez scanner ce QR code, une fois que vous allez scanner ce QR code, eh bien, dorénavant, à chaque fois, quand vous allez s'identifier, il va vous demander de taper un code qui s'appelle One Time Code. Mais ce code-là, où est-ce que vous allez le chercher? Vous allez lancer votre application mobile, ici, Google Authenticator, et vous allez voir que vous allez avoir un code qui va changer chaque 15 secondes. C'est quelque chose qui change, c'est paramétré au niveau de Keycloak. Donc, vous allez juste regarder votre application mobile, vous tapez ce code-là, ici, 440, et après, donc, vous allez automatiquement, vous serez authentifié. Donc,
l'authentification OTP. Double facteur, c'est l'authentification double facteur. Et donc, ça, c'est très utile, parfois pour un administrateur système, parce que c'est assez grave parfois quand on vous pirate le mot de passe, souvent, donc vous voyez, donc un administrateur système, s'il lui pirate le mot de passe, ce n'est pas suffisant parce qu'ils ne peuvent pas avoir l'OTP. N'est-ce pas? Alors maintenant, comment ça marche? Regardez, il faut bien comprendre la chose. Alors, one-time code utilise un algorithme qui s'appelle one-time password. One-time password, regardez, c'est très simple. C'est comme si vous voulez créer deux applications distribuées. Il y a une application dans cette machine et une autre application dans l'autre machine. D'accord? Vous voulez qu'au bout de chaque 15 secondes, l'application de cette machine, il va générer un nombre aléatoire. Et en même temps, l'autre application qui se trouve dans l'autre machine, il va également générer un nombre aléatoire. Il devrait tomber dans le même nombre. Comment faire que deux applications qui se trouvent dans deux machines différentes, ils vont se mettre d'accord, au bout un instant précis, ils vont changer le code. Ils vont imaginer un code aléatoire, et ce code, il est le même, sans échanger. Il n'y a pas de réseau. Hein. Donc, vous voyez, donc, Keycloak ne va pas communiquer avec votre application mobile, il n'y a aucune communication. Ben, c'est ça le one-time password. Qu'est-ce qui se passe généralement? Vous savez, quand vous avez lancé l'application et vous avez scanné ce QR code. Quand vous avez scanné ce QR code, vous avez synchronisé l'application avec Keycloak. C'est-à-dire que le QR code, il contient le nom du RIAM, il contient la date système, l'horloge, etc. Il contient pas mal d'informations. Et donc, cette application Authenticator, qu'est-ce qu'il fait? Il contient également la durée, c'est-à-dire combien de 15 secondes au bout de chaque durée, il doit changer le code. Donc, vous voyez, donc il va lire ces informations à partir du QR code. Et donc, l'application, il va utiliser, donc chaque 15 secondes, il génère un code aléatoire en utilisant les informations comme ce qu'on appelle le seed, le générateur aléatoire. Et ça permet à Keycloak, votre application, quand Keycloak change le code, automatiquement votre application, il change également le code. C'est à peu près ça. Donc si vous utilisez des applications Salesforce Authenticator ou Google Authenticator, Microsoft, il y en a beaucoup en tout cas. Donc c'est comme ça que ça marche. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que là, il y a une communication entre le serveur et l'application mobile. Il n'y a aucune communication. N'est-ce pas? C'est comme si vous avez deux personnes, chacun dans un pays, et ces deux personnes-là, à l'instant donné, ils vont imaginer un nombre, ils vont avoir le même nombre dans la tête. Alors forcément, pour qu'ils fassent ça, il faudrait qu'ils se synchronisent. C'est-à-dire qu'ils doivent utiliser un moyen de génération qui est unique. C'est clair? Voilà, et après le dernier point, c'est par exemple la politique de gestion des mots de passe. Alors par exemple, dans la partie Authentication, nous avons ici par exemple Password Policy. Et on peut par exemple, le mot de passe va expirer en combien? 365 jours. Not recently used, par exemple, le mot de passe ne doit pas être utilisé récemment combien de fois? Minimum length, il y a combien de caractères minimum? Voilà, not username. Le nombre de caractères spéciaux, le nombre de caractères majuscules, le nombre de minuscules, le nombre de digits, la taille maximale, etc. Donc, c'est-à-dire, pour des raisons de sécurité, il vous faut ce qu'on appelle une politique de mots de passe. Il ne faut jamais laisser les utilisateurs choisir des mots de passe n'importe comment. Vous devrez leur exiger des mots de passe. Maintenant, si vous faites ça, ça veut dire que quand un utilisateur va faire register, il va choisir son mot de passe, ben son mot de passe doit respecter cette politique. Vous voyez bien, parfois si vous voulez développer ce genre de choses, ça vous prend beaucoup de temps. Et donc, c'est pour cela que les entreprises souvent, côté authentification sécurité, ils ne vont pas se casser la tête. Ça, c'est encore open source. Mais il y en a d'autres qui sont payants. Mais j'ai vu que la majorité des entreprises qui ne veulent pas payer des choses supplémentaires, et ils vont travailler avec Keycloak, sachant que Keycloak, même si c'est open source, vraiment,
chaque 3 mois, il y a une mise à jour je ne sais pas exactement la durée, mais à peu près ça. Donc, c'est-à-dire vous avez des mises à jour, donc ce qui encourage les entreprises à utiliser donc, ce genre d'outils. C'est clair? Voilà. Alors, donc ça c'est la première partie. La prochaine fois, nous allons voir, mais ce n'est pas la prochaine fois, mais vous allez voir dans le Classroom, vous allez voir un exemple d'application dans lequel on vous montre comment créer une application avec Spring Angular, comment sécuriser le backend en utilisant Spring Security et Keycloak, et comment sécuriser le front-end. Donc, autrement dit, donc, vous créez une application backend front-end et puis vous allez la sécuriser en utilisant O2 basé sur Keycloak. Les batteries sont faibles. Si vous avez des questions, voilà, je vous laisse la parole. S'il n'y a pas de questions, je vous laisse partir. Alors, bon, les gens qui sont à distance, je vois que des pouces. Hein, la parole, j'entends personne aujourd'hui. Hein. 3 questions. Voilà. Ok, Ayoub. Oui. Voilà. Donc, regardez Classroom, vous y trouverez donc, la première partie les enregistrements. Et en même temps, vous allez trouver quelque chose qu'on va faire la semaine prochaine, notamment comment sécuriser toute une application complète. Voilà. Donc, vous pouvez vous déconnecter. Donc, je vous souhaite très bon courage.